Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose une vidéo qui va peut-être être longue, je ne sais pas exactement quelle sera la durée, mais on va essayer d'être vraiment complet. Alors je ne sais pas si on peut l'être, mais en tout cas vraiment je vais vous présenter ce que c'est que la diagonalisation et un petit peu la triangularisation, hein, des matrices. Voilà, donc on est dans ce qu'on appelle le thème de la réduction d'endomorphisme, et on travaille sur des matrices. Donc je vais faire tout de suite une introduction, hein, avec un exemple, je pense qu'elle parlera bien de ce que c'est que ça peut être donc la réduction. On se donne donc une matrice, donc je vais prendre la matrice A, 7, 4, moins 12, moins 7, et je vais faire un changement de base. Autrement dit, je vais regarder dans une nouvelle base, ça c'est la matrice dans la base canonique, donc la base canonique, on va l'appeler bêta, ça sera donc la base E1, E2, et donc, ça va dire que, là, en fait, cette matrice-là, c'est la matrice d'un endomorphisme, par exemple l'endomorphisme F, donc on a la matrice de l'endomorphisme F dans la base bêta. Ça, c'est notre matrice A. D'accord? Si on regarde, quand on fait A de 1, 0, si je fais le produit ici, si je mets un 1, 0, ça me fait donc 7 et moins 12. Tout simplement, c'est-à-dire que l'image de E1 par mon endomorphisme, c'est donc 7E1 moins 12E2. Et ensuite, F de E2, c'est la deuxième colonne, c'est 4E1 moins 7E2. Voilà. Ça, c'est notre endomorphisme et donc sa matrice A. L'idée, c'est d'aller changer de base. C'est-à-dire qu'on ne va plus exprimer les coordonnées en fonction de E1, E2, mais en fonction d'une nouvelle famille libre. Ici, ça sera la famille epsilon 1, epsilon 2 que je choisis, vous voyez. Et ça sera donc epsilon 1, je vais donc faire du 2E1 moins 3E2, et epsilon 2 moins E1 plus 2E. On va regarder comment on va se transformer la matrice dans cette nouvelle base. J'espère que vous avez bien compris que changer en fait de base, ça change la matrice. Ça ne change pas l'endomorphisme, mais ça change la matrice. Donc, je dois aller chercher l'image. Alors, j'ai ma nouvelle base, bêta prime, ça sera donc une nouvelle base, ça sera epsilon 1, epsilon 2. Donc, pour avoir la matrice, moi, je cherche en fait une nouvelle matrice, je vais l'appeler la matrice B, qui sera la matrice de F dans cette nouvelle base, bêta prime. Donc, il faut que j'aille chercher l'image d'epsilon 1, l'image d'epsilon 2, et réussir à les exprimer en fonction d'epsilon 1 et d'epsilon 2. Évidemment, et les coefficients, ici alpha, bêta, gamma et par exemple, delta, eh bien, ce sont tout simplement les coefficients de la matrice B. Et donc, pour trouver ça, on pourrait le faire en ligne, hein, mais on utilise des matrices, et des matrices de changement de base. La première chose qu'on va faire, c'est de décrire la matrice de passage, cette fameuse matrice qui permet de changer des coordonnées de B dans bêta prime. Donc, en fait, c'est l'identité, mais vous transformez, en fait, vous allez chercher une nouvelle coordonnée, hein, en changeant un repère, en fait, vous ne changez pas l'espace, mais vous changez les coordonnées, puisque vous avez une autre vision des choses. Donc cette matrice, on va l'appeler P, c'est en fait donc la matrice de l'identité de bêta en bêta. Alors c'est une matrice un peu contre-intuitive parce que elle donne en fait les coordonnées de la nouvelle base epsilon, enfin la base bêta prime, dans l'ancienne base. Donc ici, elle est très facile à écrire, vous prenez epsilon 1, 2, moins 3, voilà, et ensuite epsilon 2, moins 1 et 2. Alors, comment on utilise ces matrices de passage? Alors, par exemple, je prends donc un élément donc, dans notre espace, hein, et ses coordonnées dans bêta. Donc, je vais appeler x. Donc, x, c'est tout simplement la matrice donc, de mon élément, que je vais appeler petit x, dans bêta. C'est les coordonnées en fait de petit x dans la base bêta. Et x', ça sera donc la matrice de x, mais dans bêta prime. Donc les coordonnées de mon élément petit x dans la base bêta prime. Eh bien que la matrice s'appelle la matrice de passage de bêta à bêta prime, il faut l'utiliser dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'ici, si vous voulez utiliser P, il faut mettre x' ici. Et c'est-à-dire que P s'utilise avec à droite des éléments de bêta prime. Hein, et ça vous donnera ici les coordonnées dans bêta. Donc ça, c'est contre-intuitif parce qu'on appelle la matrice de bêta dans bêta prime, mais son travail sur les coordonnées, eh bien ça donne les coordonnées ici d'un élément donc dans bêta prime, ça vous donnera en fait les coordonnées dans bêta. Donc ça peut être contre-intuitif. Donc la première étape, c'est que si on fait P de x, est-ce qu'on peut faire ça? P travaille sur ici des éléments, c'est la matrice, donc P c'est donc une matrice de passage, donc elle travaille avec des éléments, ici on l'a dit, qui sont dans bêta prime. Donc ici je dois mettre un x', d'accord? Donc je pars de bêta prime pour aller donc dans bêta.
Ensuite, je suis dans bêta, je peux utiliser ma matrice A. Voilà. À ce moment-là, j'ai des coordonnées qui sont dans bêta, mais moi je veux une matrice dans bêta, donc il faut que je réinverse. Donc il faut utiliser la deuxième matrice. La matrice ici de l'identité, mais qui irait de bêta prime dans bêta, qui est tout simplement l'inverse de P. Alors en dimension 2, un inverse, c'est très facile à calculer. Il faut d'abord calculer le déterminant. Donc déterminant de P ici est très simple. 2 fois 2, 4, moins 3, ça fait 1. Donc on va diviser par le déterminant, mais on divise par 1, donc il n'y a pas de souci. Ici, vous inversez les termes diagonaux, ici c'est les mêmes, donc pas de problème. Et vous mettez un moins devant les deux autres. Donc là, j'aurai 3 et 1. Et ça, c'est donc l'inverse de P. Et donc cette matrice, elle, c'est la matrice de bêta prime dans bêta. Elle va vous renvoyer des coordonnées ici, donc attention, hein, on est de bêta prime dans bêta, donc ça veut dire qu'ici, il faut mettre des coordonnées dans bêta, et ça vous les renvoie dans bêta prime. C'est exactement ce qu'il me faut ici. À gauche, hein, eh bien, je vais multiplier par P-1, et comme ça, eh bien ici, je vais me retrouver donc dans ma base, ici, bêta prime. Donc ça, on va dire que c'est Y prime, l'image de X. Donc ça veut dire que la matrice qui m'intéresse, c'est celle-ci. Donc P-1 AP, c'est la matrice, en fait, de mon endomorphisme F, mais dans bêta prime. C'est ça qui m'intéresse. Et maintenant, on va regarder. P-1 AP, regardez ce que ça donne. On va le faire ensemble. Donc je vais d'abord associer cela. Donc je fais basculer 2 moins 3. 2 fois 7, 14 moins 12, ça fait 2. 2 fois moins 12, moins 24 plus 21, ça fait moins 3. Ensuite, je bascule moins 1, 2. Ça fait moins 7 plus 8, ça fait 1. Et ici, 12 moins 14. 12 moins 14, ça fait moins 2. Et maintenant, je fais ce produit. Donc, je bascule 2 moins 3. 2 fois 2, 4 moins 3, ça fait 1. 2 fois 3, 6 moins 6, ça fait 0. Ça, c'est super. 1 moins 2. 2 moins 2, ça fait 0. Et ensuite, 3 moins 4, ça fait moins 1. Vous voyez qu'on tombe sur une matrice qui est diagonale. Ici, j'appellerai donc la matrice D. Donc, ici, on a donc D qui est égal à P-1 à P. Voilà une relation intéressante. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que j'ai trouvé une diagonale. Et vous allez voir qu'une diagonale, c'est très pratique. Alors, D égale P-1 à P. Ben, si vous multipliez à gauche par P, ça fera PD égale AP. Le P, P-1 donne l'identité. Et ici, pardon, j'ai mis PP, mais c'est P ici et un D. Et ensuite, je multiplie par la droite par P-1, j'obtiens PD P-1 égale à... Donc ça, c'est des choses qu'il faut se rappeler. Il faut s'en rappeler parce que souvent, on peut inverser P et P-1, vous voyez. Donc P, ça sera toujours la matrice qu'on obtient facilement avec les coefficients de votre nouvelle base dans l'ancienne. Et vous calculez P-1. En dimension 2, c'est rapide. En dimension 3, inverser, ben, c'est pas si rapide que ça prend toujours un petit peu de temps. Donc ça, il y a un chapitre où on apprend à faire ça avec des systèmes de Gauss ou des choses comme ça. Donc là, vous voyez, qu'est-ce qu'on a fait? Alors, l'idée, c'est que je vous ai proposé une nouvelle base. Vous n'avez pas été la chercher. Voilà, je vous ai proposé une base dans laquelle la matrice de notre endomorphisme, il n'a pas changé, lui, hein, mais sa matrice a changé. Sa matrice, maintenant, elle est diagonale. Donc, c'est extraordinaire, la diagonale. Pourquoi? Pour calculer une puissance, par exemple. Si je veux calculer A puissance n, eh bien, j'utilise la décomposition. PD, P-1. PD, P-1, puissance n. Et si j'écris ça, alors regardez déjà au carré, ça fait PD P-1 fois PD P-1, et vous savez que le produit matriciel est associatif, donc je peux faire ça d'abord, et ça fait identité, ça disparaît, il me restera P D carré P-1. Et donc, par une petite récurrence simple, la puissance de AN, c'est P D puissance N P-1. Donc vous voyez que quand on arrive à trouver une base dans laquelle la matrice est diagonale, on arrive à calculer instantanément les puissances. Et si la diagonale, par exemple, est inversible, eh bien on pourra aussi, hein, si D est inversible, eh bien l'inverse de A, c'est PD-1, hein, P-1. C'est très simple, vous voyez. Hein, vous pouvez vérifier en multipliant A-1 par A, ça fait PD-1 P-1 fois PD P-1, associativité, il reste PD-1 D P-1, il reste... Il y a ici oui, PDP-1, ça fait l'identité, il me reste PP-1, il me reste l'identité. Donc vous voyez qu'on a bien inversibilité de A, et l'inverse est direct, c'est l'inverse de D. Et changer comme ça de base, et obtenir des bases simples, c'est important, parce qu'en fait, vous changez le regard que vous avez sur votre endomorphisme, vous le regardez, changer de base, c'est changer de regard. Et là, vous le regardez ici dans une base qui est très intéressante. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, ce 1, moins 1? Quand on utilise une matrice diagonale,
Ça veut dire que votre premier vecteur qui a pour coordonnée 1, 0, eh bien, comme elle est diagonale, vous voyez, ça fera du 1, 0. Ça veut dire qu'ici, f de epsilon 1, c'est en fait epsilon 1. Si je prends epsilon 2, eh bien, c'est le moins 1 qui est en jeu, ça fait ceci. Donc, dans une matrice diagonale, les images des vecteurs de la base, c'est des multiples d'eux-mêmes. Des multiples d'eux-mêmes. Et donc, j'espère que vous avez compris que pour diagonaliser, si c'est possible, il faut trouver des vecteurs dont l'image est un multiple d'eux-mêmes. Ça veut dire qu'ici, il faut trouver des x tels que f de x égale un multiple. Alors, la lettre, on va prendre lambda. F de x égale lambda x. Donc ici, avec x, forcément non nul. Avec x non nul. Donc il faut un vecteur non nul dont l'image est un multiple de lui-même. D'accord? Et ça permettra, quand on se passera, si on arrive à en trouver un, eh bien, ça veut dire que si vous commencez par la base par ce vecteur x, eh bien, comme f de x vaut lambda x, votre matrice aura un lambda, ici en haut, et des zéros dessous. C'est première colonne d'une matrice diagonale. Voilà. Et si vous le mettez en deuxième position, le lambda ne sera pas ici, mais sera juste ici, mais toujours sur la diagonale. Et ça, c'est intéressant. Et donc, eh bien, on va donner des noms. Alors, cet élément x, x s'appelle un vecteur propre. S'appelle un vecteur propre. Il n'en existe pas toujours. Mais si vous trouvez donc un vecteur dont l'image est un multiple lui-même, c'est un vecteur propre. Et là, le nombre lambda s'appelle une valeur propre. Donc on va partir tout le temps maintenant à la recherche de ce qu'on appelle les valeurs propres. Et une fois qu'on aura les valeurs propres, d'ailleurs, on aura les vecteurs propres. En fait, c'est dans ce sens-là, on va chercher les valeurs propres et elles nous donneront des vecteurs propres. Alors, comment trouver des vecteurs propres? Eh bien, déjà, je répète, un vecteur propre, c'est un x non nul. D'accord? Donc on peut être, par exemple, dans Rn, mais c'est un x non nul tel que, eh bien, il existe lambda appartenant à R tel que f de x est égal à lambda x. Et lambda, c'est une valeur propre. Matriciellement, ça veut dire qu'on est amené à étudier a de x égale lambda x. Et ici, avec x non nul, donc différent de la colonne 0, 0. Ça veut dire que voilà, vous devez trouver une solution non nulle à ce problème-là. Donc si je mets ça à gauche, ça fait a de x moins lambda x égale 0,2. Et si je factorise par x à droite, ça fait ceci. Alors là, j'aurai l'identité qui va arriver. Fois x égale 0,2. Et donc, on a ceci. Il faut essayer de trouver des valeurs de lambda pour lesquelles il y a une solution non nulle à ce problème. Alors, une chose est sûre, c'est que ceci a moins lambda identité est inversible. Ben, je peux multiplier par son inverse à gauche, et donc il va me rester x égale l'inverse de a moins lambda identité moins 1 fois 0,2, et donc ça fera 0,2. Donc, x est forcément nul. Ça veut dire que si je veux des solutions non nulles, eh bien, il faut, ici, a moins i non inversible. Donc, en fait, on cherche des lambda tels que a moins lambda identité est non inversible. Et les matrices non inversibles, on les reconnaît, leur déterminant est nul. Ça veut dire que ça va être équivalent à un déterminant de a moins lambda identité est égal à 0. Et donc, on va calculer des déterminants avec ici une variable lambda. Et en calculant ça, ça fera un polynôme en lambda dont le coefficient dominant, ici, comme il y a un moins, ça sera du moins 1 puissance n. Alors, comme on n'aime pas les moins, eh bien, on va faire une petite... on va juste, plutôt de faire à moins lambda identité, maintenant, on fait du lambda identité moins 1, et comme ça, le polynôme qu'on obtient commence toujours par lambda puissance n, et on a toute une série, voilà. Et le dernier, d'ailleurs, c'est du moins 1 puissance n déterminant de a. Voilà, c'est pas l'objet ici, mais je le dis. Donc, on va aller regarder le déterminant de lambda i moins a. Ce déterminant, on va l'appeler le polynôme caractéristique. Il sera noté qui, ça sera donc le polynôme caractéristique de la matrice A, et la variable, ça sera lambda. Et ça sera donc le déterminant de lambda à l'identité moins 1. Alors, ça a l'air compliqué comme ça. Alors, je rappelle, ici, c'est donc ça le polynôme caractéristique. C'est ce qu'on calculera toujours en premier maintenant. Et donc, voilà pourquoi le déterminant, c'est important aussi. Donc, lambda identité moins 1, ça fait donc du lambda moins 7. Là, j'obtiendrai moins 4, le moins 12, et donc lambda moins 7, lambda plus 7. Je calcule ce déterminant rapidement. Lambda moins 7 fois lambda plus 7, donc ça fait lambda carré moins 49, moins le produit diagonal ici, il faut moins 48, ça fera plus 48. Il me reste lambda moins 1, et comme mon exemple est simple, j'obtiens ici une factorisation. Voilà. Et donc, j'ai deux valeurs de lambda qui m'intéressent. D'accord? Donc ici,
deux valeurs de lambda, c'est lambda égale 1. Donc ici, ça veut dire que a moins lambda i est non inversible, hein, ça équivaut à lambda égale 1 ou lambda égale moins 1. Et donc ça veut dire qu'il existe eh bien, un x, on va l'appeler x1, tel que a de x1 est égal à lambda est égal à une fois, donc est égal à x1, ça correspond à lambda, et il existe x2, tel que a de x2 égale moins x2, ouais. Hein, ça veut dire qu'on a en fait deux valeurs propres, 1 et moins 1, qui vous amènent chacune au moins un vecteur propre. Alors il peut y avoir dès que vous avez un vecteur propre, il faut savoir que vous en avez une infinité, il suffit de le multiplier par 2, hein, parce que si a de x1 égale x1, a de 2 fois x1 égale 2x1, donc c'est pareil, c'est encore un vecteur propre, hein, pour la même valeur propre. Mais ce qui nous intéressera après, vous allez voir, c'est justement l'ensemble des valeurs propres, quelle est la dimension de cet ensemble à chaque fois. Donc là, vous avez en fait, donc, vous allez trouver deux vecteurs propres non nuls. Hein. Enfin, en tout cas, on a montré l'existence de deux vecteurs propres non nuls, l'un qui sera associé à la valeur propre 1 et l'autre à la valeur propre moins 1. Alors ici, comme on est en dimension 2, hein, si je prends donc, si je prends, on va changer, si je prends f1, en fait, dont la matrice f1, dont la matrice est x1 et f2 dont la matrice est x2, hein, c'est des éléments, hein, tout ça dans la base évidemment canonique, la base bêta. Et bien si je me place dans la base f1, f2, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, l'image f1 donc a de f1, alors c'est pas a, c'est plutôt a de x1, donc on a dit que ça valait x1, a de x2 vaut moins x2, donc la matrice en fait de a, donc dans la base, ma nouvelle base, alors je vais l'appeler comment cette base? La base f1, f2, alors je vais l'écrire carrément, dans la base f1, f2, cette matrice, vous voyez, l'image de f1 c'est lui-même, donc c'est 1, 0, l'image de x2 c'est 0, moins 1, donc vous avez diagonalisé, là, très simple, en dimension 2, on a deux vecteurs propres différents, ça nous fournit directement une base dans laquelle la matrice est diagonale, vous voyez. Donc j'ai été chercher en fait ici les valeurs propres, et elle me prouve l'existence de vecteurs propres. Alors comment trouver les vecteurs propres x1, x2? Je vais vous montrer tout de suite. Quand on a calculé ça, donc on obtient ce qu'on appelle le spectre. Le spectre, c'est l'ensemble des solutions, hein, des racines en fait du polynôme caractéristique. Donc ici, mon spectre, ce qu'on appelle le spectre de A, c'est donc moins 1, 1. Et on va chercher eh bien, les vecteurs propres associés à chacun d'eux. Donc pour lambda égale, je commence peut-être pour la plus simple, lambda égale 1. Donc on va résoudre, alors on fait plutôt des systèmes. Hein. On résout, alors d'abord, on résout donc a fois x, y égale, donc xy égale 1 fois xy. Alors, on peut tout mettre directement de l'autre côté, hein, et ça donne un système comme ceci. Hein. Donc là, je remplace lambda par 1, ça me fait moins 6. Alors on peut le faire plutôt en haut. On fait donc, on fait a moins lambda. Donc je fais, en fait, moi, je vais faire a moins, c'est là qu'on remet les choses dans l'ordre. On met a moins l'identité fois xy égale 0, 0. Donc j'aurai un système très simple. Donc a moins l'identité, j'enlève juste 1 sur la diagonale, ça fait 6x plus 4y égale 0. Et en dessous, moins 12x, moins 7, moins 1, ça fait moins 8. Donc, moins 8y égale 0. Voilà. Et j'ai un système assez particulier avec 0, 0 à droite. Hein, donc, c'est les solutions. Hein, et à 0, 0, bien sûr, il y a toujours la solution, le couple 0, 0. Mais vous pouvez avoir des solutions qui sont eh bien, une droite. Ça, géométriquement, c'est intersection de deux droites. Donc, ça peut être comme solution soit un seul point, 0, 0, coordonnées 0, 0, soit, si les deux droites, comme elles passent toutes par l'origine, hein, c'est des droites vectorielles, hein. Donc soit c'est déjà les mêmes, soit elles se coupent juste sur l'origine. Donc il peut vous arriver, et c'est ce qui va arriver ici, que en fait les deux équations sont en fait multiples l'une de l'autre. Vous voyez, si je multiplie par moins 2, je trouve la deuxième. Donc le problème se simplifie juste, ça donne ceci, égale 0. Si je simplifie encore par 2, 3x plus 2y égale 0. Donc ça veut dire que les solutions, ce sont des solutions telles que y, alors je vais égale moins 3 demi de x. Donc je prends par exemple, ça veut dire que j'obtiens ici ce qu'on appelle E1, c'est-à-dire l'espace propre associé à la valeur 1, c'est donc le vectoriel. Alors,
Ici, on va choisir par exemple x égale 2. Et dans ce cas-là, y vaudra 3. Donc ça veut dire que je peux prendre le vecte de la colonne 2 moins 3. Ça veut dire que si on l'écrit avec si on l'écrit avec les nombres, ça fera du 2 E1, donc moins 3 E2. Et regardez ce que j'avais pris là-haut, c'est epsilon 1. D'accord? Ça, c'est donc, ce qu'on appelle le sous-espace propre associé à la valeur propre en égal 1. Ça veut dire que ici, tous les multiples en fait, d'epsilon 1, en fait, quand je calcule leur image, ça sera exactement eux-mêmes. Ils sont inchangés. Si je prends lambda égale moins 1, je vais être amené à résoudre AX égale moins X. Donc si je mets tout à gauche, A moins l'identité de X égale 0. La matrice nulle de 0, 0. Donc j'ai un système, j'enlève cette fois-ci 1 sur la diagonale, donc j'aurai ici, c'est moins 1, donc ça fait plus d'identité. Là, je rajoute 1, j'ai donc 8x plus 4y égale 0. Et moins 12x, je rajoute 1, moins 6y égale 0. Si tout se passe bien, de toute façon, dans ces cas très simples, à chaque fois, on peut avoir des lignes multiples l'une de l'autre. Effectivement, si je divise par 2 la première et par 3 la deuxième, j'ai la même chose. Je peux même diviser par 4 et j'obtiens 2x plus y égale 0. Et donc y, c'est cette fois-ci moins 2x. Donc ça veut dire que l'espace sous-espace propre, donc associé à moins 1, eh bien, je peux prendre x égale 1. Et dans ce cas-là, la deuxième composante ici, ça sera moins 2. Donc ça sera le vecte de E1 moins 2 E2. Et regardez, alors moi, je n'ai pas exactement ça, j'ai l'opposé. Alors comme c'est un vecte, vous pouvez le multiplier par 2, par moins 1. C'est aussi donc le vecte de moins E1 plus 2 E2. Voilà, donc j'ai bien retrouvé mes epsilon 1, epsilon 2, vous voyez. Donc là, vous obtenez en fait ici deux sous-espaces propres, E1 et E-1, qui sont tous les deux de dimension 1. D'ailleurs, la somme des deux dimensions fait 2. En fait, ces deux sous-espaces propres, là, ils sont supplémentaires, ils sont en somme directe. Et ça, c'est très intéressant pour les choses qui arriveront après. Prenons un autre exemple, parce que c'est à l'aide d'exemples, je pense qu'on comprend. Donc voilà une matrice. Donc là, je répète, on est dans la base bêta. Ça, on l'écrit plus après, mais il faut bien comprendre. Donc la base bêta, c'est E1, E2, c'est la base canonique. D'accord? A, c'est donc la matrice... Donc, dans la base canonique 2 d'un endomorphisme qu'on va appeler F, d'accord, cet endomorphisme, lui, il est unique, par contre, il a une infinité de matrices. Chaque base vous amène une matrice différente. Pas toujours différente, mais ici, on va chercher, donc là, pour l'instant, vous voyez, c'est une matrice là, qui n'est pas si compliquée que ça, elle est triangulaire. Mais on va essayer de trouver, est-ce qu'il existe une base dans laquelle la matrice, eh bien, elle est diagonale. On a dit diagonale, ça c'est super pratique. Là, je ne vous donne pas, les gars. Donc, on va faire comme tout à l'heure. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on calcule le polynôme caractéristique. Donc, on va appeler qui a de lambda. Alors, certains mettent x à la place de lambda. C'est donc ceci, je rappelle, chaque fois, ça sera le déterminant de lambda identité moins a. Voilà. Il nous permet de trouver les valeurs de lambda pour lesquelles a moins lambda i n'est pas inversible. Et donc, ce qui nous donne l'existence de vecteurs propres non nuls. Enfin, de vecteurs propres, donc non nuls. Ici, j'ai donc lambda moins 2, moins 1, moins 0, et lambda moins 3. Je calcule rapidement. Donc ici, le polynôme, alors matrice diagonale, le déterminant est très simple, c'est lambda moins 2, lambda moins 3. Bon, sachez qu'en dimension 3, après c'est plus difficile, puisque les déterminants sont plus durs à calculer. Mais on fait souvent les exemples en dimension 2 pour débuter. Donc ici, ça veut dire que le spectre de ma matrice A, c'est donc 2, 3. Il y a deux valeurs propres. Et pour chacune, il existe des vecteurs qui sont propres. Alors là, comme on est en dimension 2, on a deux valeurs propres, c'est très simple. Il y a deux espaces propres, deux sous-espaces propres, chacun de dimension 1. Il faut savoir que les sous-espaces propres sont à l'intersection et réduits à éléments neutres. Ils sont toujours en somme directe. Vous ne pouvez pas être valeur propre pour 2 et pour 3 en même temps, ça, c'est pas possible. C'est-à-dire que si a de x égale 2x, eh bien, vous ne pouvez pas avoir a de x égale 3x, ça n'est pas possible. Voyez. Donc, il y a toujours une intersection vide réduite à 0, il n'y a que 0, 0 qui va marcher. Voyez. Donc, la deuxième étape, c'est d'aller chercher, donc, par exemple, E2. Donc, le sous-espace propre associé à lambda égale 2. Donc, on est amené à résoudre un système. Alors, on l'écrit tout de suite, après on a l'habitude, mais sinon, ce système, il provient de a de x égale 2x. Donc, vous devez faire a moins 2 fois l'identité fois x égale 0,2. Donc, vous avez un système, j'enlève juste 2 sur la diagonale, ça fait 0x plus y égale donc 0. Alors,
le 0 on l'effacera, il me reste en fait uniquement y égale 0, donc ça va aller très rapidement. Ensuite ici 0, et j'ai donc 3 moins 2, 1, y égale 0. Donc ça c'est des cas très simples, y égale 0. Attention, si y égale 0, x il varie. Donc E2, c'est le vecteur, ici, si y vaut 0, il vous reste juste à faire varier x, donc il reste que E1. D'accord ? X est quelconque, donc en fait E2 c'est le vecteur de E1. Maintenant, E3. E3 c'est donc A de x égale 3x. Donc je dois enlever 3 sur la diagonale. Donc mon système, si j'enlève 3, 2 moins 3 moins x plus y, 0x, et ici j'enlève 3, il me reste 0 égale 0. Donc là c'est ceci égale 0. Donc j'ai qu'une ligne, c'est normal. Une ligne c'est donc une droite vectorielle, espace de dimension 1. Pareil qu'ici, y égale 0, c'est une droite vectorielle. Donc là j'obtiens x égale y, donc E3, c'est le vecteur de E1 plus E2. Donc ça veut dire que E1 c'est un vecteur propre associé à la valeur propre 2, E1 plus E2 c'est un vecteur propre associé à la valeur 3. Donc on propose comme valeur propre, comme base, nouvelle base, ça sera la base, alors ici E1 plus E2. C'est ma base bêta prime. Alors on va tout refaire. Ça veut dire que dans cette base, la matrice de f dans bêta prime, l'image de 1 c'est lui-même, parce que c'est 2 fois lui-même, donc la matrice ici, l'image de 1 c'est 2, 0. Et l'image de 1 plus E2, eh bien c'est 3 fois lui-même, donc ici on aura 0 et 3. C'est extraordinaire, c'est une matrice diagonale, on peut l'appeler D. Encore une fois, j'ai pris un exemple où c'est diagonalisable. Parfois, vous allez voir, ça ne l'est pas. Alors, je vais aller jusqu'au bout, puisque vous pouvez accélérer si ça ne vous intéresse pas, mais ici, la matrice de passage, donc, elle est très simple. C'est celle qui donne les coordonnées de bêta prime dans bêta. Donc ici, E1, ça fait 1, 0, et l'autre, E1 plus 2, ça fera 1, 1. Je calcule les déterminants de P, parce que j'ai besoin de l'inverse, donc ça fait 1, c'est très pratique. C'est pas toujours le cas, mais ici, c'est pratique. L'inverse, on inverse les termes diagonaux, c'est les mêmes. Ici, on met un moins devant les autres. Tout simple. Vous pouvez vérifier, P1 fait l'identité. Et P-1P aussi. Donc là, maintenant, regardez. Ici, si je prends la matrice A, ici, donc, que je mets P à droite et P à moins 1 à gauche, si je fais ça, je vais retrouver la matrice D. Autrement dit, je peux dire aussi que la matrice A, c'est PD, P-1. Voilà, tout ça, il faut... Alors, c'est normal, parce que je l'ai dit, P... Alors, c'est la matrice de passage de bêta dans bêta prime, mais elle permet de passer de coordonnées de bêta prime dans bêta. Je le dis, c'est contre-intuitif. Donc ici, D, je mets bien ici des primes, donc ici, je dois mettre des primes. Donc c'est bien P qui m'intéresse. P va m'envoyer dans bêta, A va travailler, va donner son image dans bêta, et P-1 me le renverra dans bêta prime. Voilà. Donc je vais quand même vérifier, moi j'aime bien vérifier, parce que ça marche, il n'y a pas de doute, mais... c'est intéressant de voir que ça marche. Donc il faut faire ce produit-là. Et il va donner une belle diagonale. Donc je commence par associer de là. Donc je bascule 1, 0. Donc ça c'est facile, ça me fait 2, 0. Et je bascule 1, 1, ça me fera la somme. Donc j'obtiendrai 3, 3. Je fais ce produit. Donc 2 fois, donc j'ai 2, 0. Donc ici ça me fait 2. Et en dessous, 2 fois 0, 0 fois 1, donc ça fait 0. 3, 3, 3, moins 3, 0, et il me reste 3. Vous voyez, je trouve cette belle matrice diagonale. Donc, ça veut dire qu'effectivement, P-1 AP vaut bien une diagonale. Et on a donc fait ce qu'on appelle une diagonalisation. On a, en fait, on a réduit la matrice. La matrice était un petit peu compliquée, et on en a trouvé une encore plus simple. Donc, mais bien sûr, on regarde avec un autre regard. On est dans le regard de la matrice bêta prime. Et donc, on a tout un travail de recherche des vecteurs propres. Alors, en dimension 2, oui, c'est assez rapide. Alors, en dimension 3, bien sûr, c'est un peu plus long. Le polynôme caractéristique, donc, qui de A, il est plus long à trouver. Parfois, il est même très embêtant. Donc, il faut s'entraîner, parce qu'il y a des combinaisons de lignes. Parce que si vous le développez sans réfléchir, c'est un polynôme de degré 3. Donc, pour avoir les racines, c'est pas toujours évident. Donc, il y a un petit peu de manipulation ligne-colonne à faire. Une fois que vous avez vos valeurs propres, alors, s'il y en a 3 différentes, on va expliquer que dans ce cas, il n'y a pas de problème. On va trouver 3 sous-espaces propres de dimension 1 et la matrice est diagonale. Mais il y a des cas, justement, où les matrices ne sont pas diagonalisables. Et donc, on va regarder ça tout de suite. Maintenant, attaquons-nous à des choses un peu plus intéressantes. Donc là, je prends la matrice. Alors, c'est des classiques. Apprenez-la par cœur, celle-là. A1, 1, 0, 1. On va montrer que cette matrice, elle n'est pas diagonalisable. Vous ne pouvez pas trouver de base dans laquelle elle est diagonale. Et c'est très simple à expliquer. Alors ça, on va dire que c'est la matrice donc d'un homomorphisme F dans la base bêta.
d'accord, avec la base bêta qui est la base canonique E1, E2. Donc maintenant, supposons qu'il existe une base bêta prime, d'accord, telle que la matrice de f dans bêta prime soit une diagonale. Bon, alors c'est une diagonale ici, donc ça sera lambda 1, lambda 2. Voilà. Supposons ça. Déjà, on a vu que les seules possibilités pour lambda 1 et lambda 2, ce sont les solutions du polynôme caractéristique. C'est-à-dire qu'on va aller chercher, ce polynôme caractéristique. C'est les valeurs, je répète, de lambda pour lesquelles A moins lambda identité est inversible, et donc pour lesquelles existent des valeurs propres, des vecteurs propres. Et donc ici, je le calcule, alors c'est une matrice triangulaire, donc ça fait lambda moins 1, 0, lambda moins 1. Donc très simple, triangulaire, c'est le produit des termes diagonaux. Donc on a lambda moins 1 au carré. Donc, le spectre de A est réduit à la valeur propre. Il n'y a qu'une possibilité. C'est-à-dire que s'il y a des vecteurs propres, c'est forcément des vecteurs avec du lambda 1 égale 1 et lambda 2 égale 2. Donc, ça veut dire dans ce cas, forcément, ma diagonale, c'est des 1 et 1. Voilà. Et ça, c'est pas n'importe quoi, parce que dans ce cas-là, si vous appelez P, donc je répète, P, c'est donc la matrice de passage de B dans bêta prime. Voilà. Eh bien, ça veut dire que, de l'identité. Et donc, ça veut dire que si je fais P, D, P-1, ça doit me redonner A. Donc A serait égal à P, D, P-1, mais D, c'est identité, d'accord? Donc, je peux l'enlever, ça fera P, P-1, ça fera identité. Donc A serait égal à identité, ce qui est absurde. Donc, vous ne pouvez pas trouver de base dans lesquelles la matrice est diagonale, donc A n'est pas diagonalisable. Diagonalisable. Voilà. Et ça, c'est vraiment intéressant. Et c'est un exemple très simple, vous voyez. Et c'est un exemple qu'on peut généraliser à toutes les matrices qui sont en fait des matrices triangulaires avec ici le même nombre sur la diagonale. Certes, ici, si je prends lambda ici, même lambda partout, des 0 ici, et là n'importe quoi, eh bien cette matrice A n'est pas diagonalisable. Sauf si l'étoile est nulle, elle n'est pas diagonalisable. Avec ici, étoile non nulle. Si vous avez un seul coefficient ici qui n'est pas nul, cette matrice n'est pas diagonalisable. Parce que si elle se diagonalisait, eh bien, les valeurs propres, il n'y a que lambda, donc ça serait une diagonale de lambda. Et c'est intéressant parce que si vous prenez une diagonale avec que des lambda, le même nombre, c'est ce qu'on appelle une homothétie. Et ces diagonales-là, elles commutent avec tout. En fait, c'est lambda fois l'identité. Et ça, lambda fois l'identité, quand vous faites P, D, P-1, ça fait P lambda I, P-1. Le lambda, on peut le sortir devant. Et vous faites apparaître P, P-1 qui vaut l'identité. Et donc, ça fait du lambda identité. Ça veut dire que A serait lambda identité. Donc, les seules matrices ici qui sont semblables à des homothéties, ce sont les homothéties même. C'est-à-dire qu'une homothétie, en fait, c'est très particulier. Les homothéties, ça correspond aux matrices ici, avec des diagonales, avec le même coefficient partout. Eh bien, ces matrices-là, elles sont invariantes par changement de base. Voilà. Et ça, c'est intéressant. Et donc, ici, on voit bien que toutes les matrices triangulaires non diagonales, avec le même coefficient partout, ne peuvent pas se diagonaliser. Parce que ça aboutirait à une homothétie. Et donc, ça veut dire que ça serait en contradiction avec le fait que l'étoile ici est non nulle. Voilà. Donc, vous voyez, c'est intéressant. Et c'est bien de connaître des petits exemples simples de matrices non diagonalisables. Et maintenant, on va s'intéresser à des conditions simples pour lesquelles une matrice serait diagonalisable. Donc déjà, tout va porter sur le polynôme caractéristique. Et on a remarqué que chaque fois que vous avez une valeur propre, il y a au moins un vecteur propre. D'accord? Ça veut dire que donc on a ici le spectre de A. Alors on va dire qu'on a calculé donc le polynôme caractéristique. Voilà. Le spectre de A, c'est donc l'ensemble des racines de ce polynôme caractéristique. Donc vous allez avoir alors lambda 1, lambda 2, voilà, je ne sais pas combien on a. Voilà, vous avez ici un spectre. Alors déjà, ce spectre, est-ce qu'il y a forcément des nombres dedans? Et ça, c'est intéressant, parce que dans R, le spectre de A peut être vide. Il peut ne pas y avoir de racine à votre polynôme caractéristique dans R. Et oui, parce qu'il y a des polynômes dans R qui ont des solutions qui sont des complexes conjugués non réels. Voilà. Et ça, c'est important et c'est intéressant. Ça veut dire qu'une matrice dont le polynôme caractéristique n'a pas de racine, ici réelle, dans R, il ne sera pas diagonalisable. Donc, premier cas de non-diagonalisabilité, c'est quand dans R, si votre... donc, on va résumer ça. Dans R, si
le qui de A n'a pas de racine, eh bien A est non diagonalisable. Voilà, ça c'est intéressant. Et je vais vous donner un exemple en dimension 2, ce qu'on appelle les matrices de rotation. Ces matrices qui sont ici, je prends θ réel, cos θ, sinus θ, moins sinus θ, cosinus θ. Ces matrices-là, c'est les rotations d'angle θ, eh bien, elles ont une particularité sur un polynôme caractéristique. Alors, qui, donc, Rθ, donc de lambda, c'est donc, je l'écris comme ça, ça fait lambda moins cos θ, moins sinus θ, ça n'a pas changé, pardon, plus sinus θ, moins sinus θ, et ici, lambda moins cos θ. Et quand je calcule ce polynôme caractéristique, donc j'ai lambda moins cos θ au carré, donc j'ai lambda carré, moins 2 cos θ lambda, plus cos carré, et la diagonale m'amène un plus sinus carré. Cos carré plus sinus carré, ça fait 1, donc ça fait ceci. Donc j'ai quelque chose de très intéressant que je vais écrire un peu mieux, parce que je n'ai pas mis le θ ici. C'est donc lambda carré moins 2 cos θ lambda plus 1. Et les racines de ça, je vous le dis, c'est assez facile à voir, c'est EIθ et E moins Iθ. Le produit vaut 1, voilà, et la somme vaut 2 cos θ. Donc là, on a bien l'opposé de la somme au milieu, et le produit, donc c'est EIθ et EIθ. Ça veut dire que si θ est différent de 0 modulo pi, eh bien, on a des racines non réelles. Racines non réelles. Et donc, ça veut dire que les rotations d'angles différents de 0 pi ne sont pas diagonalisables. Dans R, pardon. Hein. Et dans C, ben, elles seront diagonalisables, et vos valeurs propres, ça sera EIθ, E moins Iθ. Donc, un conseil, retenez cet exemple des matrices de rotation qui fournit un bel exemple de matrice d'endomorphisme non diagonalisable, parce qu'il y a des racines complexes non réelles. Hein. C'est très simple, vous voyez, à montrer, et on peut très vite calculer donc, le polynôme caractéristique. Donc ça, c'est des beaux exemples. Hein. Et on peut même un petit peu étendre ça. Hein. Ça se montre assez bien, mais là, je ne vais pas le faire. C'est que si votre polynôme a au moins une racine complexe, si il y a au moins une racine complexe, enfin une racine, on va dire, non réelle, un complexe non réel, eh bien, dans ce cas-là, A est non diagonalisable. Enfin, vous ne pourrez pas trouver de base dans lequel vous allez diagonaliser cette matrice. Donc, on va être maintenant dans le cas justement où toutes les racines sont réelles. Donc, le cas, donc maintenant, supposons toutes les racines de notre polynôme caractéristique sont réelles. Et dans ce cas-là, on dit que sur R, donc toutes les racines sont réelles, et donc le polynôme qui a de lambda est scindé, on dit qu'il est scindé sur R. C'est un mot important, ça. Si votre polynôme est scindé sur R, ça veut dire qu'il admet, entre parenthèses, il admet toutes ces racines sont dans R, eh bien, on a potentiellement, et là, c'est possible qu'elle soit diagonalisable, mais pas forcément, et c'est ça qui est compliqué. Mais ça, c'est une condition donc nécessaire pour que la matrice soit diagonalisable. Il faut, de toute façon, que votre polynôme soit scindé sur R. Donc sur R, première condition nécessaire, le polynôme doit être scindé, mais ça n'est pas la seule. Un cas qui est très simple à régler, c'est quand, un cas simple, si il est scindé, donc le polynôme est scindé à racine simple, avec des racines toutes de multiplicité. Hein. Autrement dit, par exemple, votre polynôme, ça serait lambda moins 1, lambda moins 2, il n'y a pas, par exemple, de carré. Chaque racine n'apparaît qu'une fois. Chaque racine est donc simple. Et bien, dans ce cas-là, bien, votre polynôme, il est... Enfin, on peut diagonaliser. Dans ce cas-là, on peut diagonaliser sans aucun problème. Et ça s'explique assez bien, parce que, on l'a vu tout à l'heure, si vous avez, par exemple, 3 valeurs propres dans un espace de dimension 3, eh bien, vous allez avoir 3 vecteurs propres, un pour chacune, hein, et donc vous pourrez travailler facilement dans cette base de vecteurs propres. Et là, directement, la matrice sera diagonalisable. Et on peut peut-être donner un exemple. Et je vais prendre pour exemple cette matrice-là, alors j'ai pris assez simple pour qu'il n'y ait pas trop de calcul, vous voyez. Donc là, je calcule qui a donc de lambda, donc ça va être assez simple, mais ça permet de bien illustrer. Donc là, j'ai, lambda moins 0, moins 1, moins 1, 0, moins 1, donc ça fait lambda moins 1, 0, 0, lambda moins 2. Alors ce que j'aime bien, c'est que le polynôme caractéristique, il est facile. J'ai pris une triangulaire, sinon c'est un peu plus long.
Mais, donc ça me donne ceci. Donc le spectre, vous voyez, de A, il y a 3 valeurs propres, donc 0, 1 et 2. Ça veut dire que chacune va me donner en fait un vecteur propre. Un vecteur propre. Et justement, ça va me donner donc un espace associé à la valeur 0. Hein. Donc ça va me donner, c'est le vectoriel d'un seul, hein, de toute façon. Ça veut dire qu'il y a au moins, donc E0 contient au moins un vecteur non nul, contient au moins un non nul, que je vais appeler par exemple, on va appeler epsilon 0. E1 contient au moins un vecteur non nul, qui sera donc epsilon 1, et E2 contient au moins un vecteur nul, qui sera, je l'appellerai epsilon 2. Et donc, eh bien, si je me place dans la base E1, 0, 1, E2, eh bien, il se trouve que forcément la matrice est diagonale. Ça sera une diagonale 0, 1, 2. Voilà. Et ça, j'ai pas besoin d'aller plus loin. Alors après, si on va plus loin, il se trouve que E0, c'est exactement le vecteur, en fait, de E0. Et que E1, c'est le vectoriel de E1. Et que E2, c'est le vectoriel de E2. Donc, quand les valeurs propres sont simples, eh bien, chacune a un espace, ici, sous-espace propre, qui est uniquement donc de dimension 1, parce que ça peut pas être plus, parce que vous avez, si vous faites E1 plus E2, alors on sait qu'ils sont en somme directe, hein, l'intersection x forcément non nulle, ça se montre assez vite, et bien la somme directe, déjà au minimum, est de dimension 3. On est dans un espace dimension 3, donc ça c'est forcément, ici ça nous donne R3. Donc vous ne pouvez pas, en termes de dimension, hein, chacune est au moins de dimension 1, puisque vous avez trouvé un non nul, hein, mais elles font forcément, et ça fait forcément de dimension 1, sinon ça n'irait pas. Donc vous voyez que quand le polynôme est scindé à valeur simple, eh bien on trouve une valeur propre. Enfin, un vecteur propre pour chacune valeur propre, et c'est terminé, on diagonalise quasiment instantanément. Donc ça, c'est vraiment le premier cas, scindé à racine simple. Hein, quand on tombe là-dessus, bon, on est content parce qu'on sait qu'on va arriver au bout tranquillement. La suite, elle va porter sur, en fait, la multiplicité des valeurs propres et la dimension des sous-espaces propres associés. Alors, je m'explique. Donc ici, on est un polynôme scindé avec au moins une racine non simple. Donc si la dimension de E, c'est n, on a P valeur propre avec P strict en plus petit que n, et P supérieur ou égal à 1. Chaque lambda i est donc une valeur propre. Lambda i est de multiplicité, donc je vais l'appeler mi, d'accord? Et mi est supérieur ou égal à 1, et certains ont un mi supérieur ou égal à 2. Ensuite, ce qu'il me faut, c'est EI. EI, c'est donc les sous-espaces propres, et ce qui est intéressant, c'est la dimension justement de ces EI. Eh bien, la propriété, c'est que dans le cas où le polynôme est scindé, eh bien, si la multiplicité est égale toujours à la dimension de sous-espace propre, eh bien, l'endomorphisme est diagonalisable. Et E est la somme directe de tous les sous-espaces propres. Il faut donc retenir qu'un endomorphisme est diagonalisable si les deux conditions sont remplies. Le polynôme est scindé sur K, donc ici sur R pour l'instant, et pour chaque valeur propre de U, la dimension du sous-espace propre associé est égale à la multiplicité de la valeur propre. Voilà. Et donc, quand vous allez chercher finalement, une fois qu'on a cherché le polynôme caractéristique, on a en fait la multiplicité des valeurs propres, il va falloir aller chercher tous les sous-espaces propres et vérifier qu'ils ont bien la bonne taille par rapport à la multiplicité. Le cas qu'on avait vu scindé à racine simple, évidemment, il s'inscrit là-dedans, hein, parce que chaque racine étant de multiplicité 1, les sous-espaces, on l'a vu, étaient de dimension 1, et la somme d'ailleurs de tous ces sous-espaces était de dimension n et faisait E. Et donc c'est très important, évidemment, hein, c'est que là c'est la dimension, et en conséquent on a E qui est une somme directe en fait ici de I égale à P de tous mes EI. Voilà. Ça c'est une autre propriété, mais c'est une histoire de dimension. Et je vais prendre cet exemple ici, donc une matrice triangulaire, ce sera plus facile, comme ça on voit le spectre instantanément, c'est sur la diagonale. Un 2 qui de lambda, c'est donc lambda moins 1 au carré lambda moins 2. Donc on va d'abord s'attaquer à la valeur propre 2, donc E2 c'est très simple. La multiplicité c'est 1. La multiplicité de 2, elle vaut 1. Donc ça veut dire que là il n'y a pas de problème, on a un espace propre, un sous-espace propre de dimension 1, on va le vérifier tout de suite. Donc j'enlève 2 sur la diagonale, ça fait moins x plus y égale 0. J'enlève, ça fait moins y égale 0, et j'enlève 2, ça fait 0 égale 0. Donc j'obtiens ici y égale 0, et ici x égale 0. Et z n'apparaît plus. Donc attention, c'est-à-dire que z est quelconque. Donc là, ça veut dire que
votre epsilon 1, vous pouvez prendre un vecteur. Donc ici, je vais mettre les coordonnées. Donc dans la base canonique, ça sera 0, 0. Et après, vous choisissez ce que vous voulez. Donc je vais prendre un 1. Effectivement, E2, c'est le vecteur de ce vecteur. Donc epsilon 1. Donc c'est bien de dimension 1. Dimension de E2 est égale à 1. C'est bien la multiplicité. C'est parfait. Alors là, vous voyez que j'obtiens ici ce qu'on appelle une droite vectorielle. L'intersection, ici en dimension 3, chaque ligne est un plan vectoriel. Hein, ça passe par l'origine. Donc l'intersection de deux plans, c'est donc une droite. Il n'y a pas de souci. Droite vectorielle. Maintenant, pour notre deuxième sous-espace. E1. Donc la multiplicité de 1, c'est 2, puisqu'il y a un carré ici. Maintenant, le système qu'il faut résoudre. J'enlève 1 sur la diagonale, donc 0, ça fait y égale 0, ici 0 égale 0, et ici z égale, j'enlève donc, j'ai dit 1, z égale 0. Et là, oui, ça veut dire que ça se résume à y égale 0, z égale 0. Donc je peux prendre epsilon 2, là, j'en ai qu'un en fait. Je peux faire varier que la troisième coordonnée. Les deux autres sont fixés à 0. Ça veut dire qu'ici, E1, c'est le vecteur de mon vecteur ici que j'ai appelé epsilon 2. Et donc la dimension de E1, c'est 1. Et c'est différent de la multiplicité de la valeur propre 1. Et donc là, on est dans un cas de non diagonalisable. D'accord? Voilà, ça, c'est comme ça qu'on s'en aperçoit. Votre espace, donc, propre associé à 1, eh bien, il n'a pas la bonne dimension. Et on verra dans ces cas-là, brièvement, qu'on va essayer, hein, on regardera dans quel cas est-ce qu'on peut, non pas diagonaliser, mais triangulariser. Alors là, c'est même pas la peine, puisque la matrice était déjà triangulaire. Maintenant, je vous donne rapidement un petit exemple où c'est diagonalisable, avec comme ça un peu les mêmes valeurs propres d'ailleurs. Prenons maintenant cette matrice ici triangulaire, encore, comme ça vous voyez vite que le polynôme caractéristique c'est lambda moins 1 carré, lambda moins 2, donc j'ai un spectre qui est toujours le même, 1, 2. On s'intéresse tout de suite à E2, ce sera fait, pour plaisir. Donc ici, j'enlève 2 sur la diagonale, donc ça fera moins x égale 0, moins y plus z égale 0, et z égale 0. J'enlève par exemple 2, donc il me reste 0 égale 0. Voilà. Faut pas aller trop vite là, parce que la moindre erreur, après, vous avez tout perdu. Donc ici, ça me fait donc x égale 0, y égale z. Et donc ça, c'est intersection de deux plans vectoriels. Il faut bien comprendre ces objets en dimension 3. Chaque ligne est un plan vectoriel. Ils passent tous par l'origine, c'est pour ça que c'est des plans vectoriels. Et donc, eh bien là, vous avez l'intersection de deux plans qui ne sont pas ici, ils ne sont pas confondus. Les lignes ne sont pas multiples l'une de l'autre, donc ça c'est une droite vectorielle. Donc pour la trouver, qu'est-ce qu'on a? En fait, vous devez fixer x, c'est 0, et y et z sont égaux. Donc vous pouvez prendre ce vecteur, en fait, et ça veut dire que si ça, j'appelle ça epsilon, on va l'appeler 1, epsilon 1, et bien c'est du... Non, epsilon 1, c'est donc, si vous voulez, E2 plus E3. Et donc E2, c'est le vecteur de cet epsilon. Voilà. Maintenant, alors on le savait, on a une dimension 1, c'était sûr. Parce que quand la valeur propre est de multiplicité 1, le sous-espace propre associé est exactement de dimension 1. Ça ne change jamais. Par contre, pour celui qui est associé à lambda égale 1, on a un problème. Parce que c'est au carré la multiplicité, donc il peut y avoir deux dimensions pour eux. 1 ou 2. Si c'est 1, ce n'est pas diagonalisable. Si c'est 2, c'est diagonalisable. Donc on résout tranquillement. On enlève 1 sur la diagonale. Il me reste 0 égale 0. Ici, il me reste z égale 0, et dans le dernier, z égale 0. Donc en fait, ici, il vous reste une seule équation de plan vectoriel. Donc vous avez un espace de dimension 2. On le sait là, si vous voulez. On sait déjà que c'est diagonalisable. Alors si vous voulez une base, on va prendre E2, donc on peut faire varier x et y. Alors il y a ceux qui vont faire x, y, et qui vont mettre 0. Alors vous pouvez séparer en x fois 1, 0, 0 plus y fois 0, 1, 0. Sinon, vous avez compris, on fait varier x, et epsilon 3, on fait varier y, et ça donnera de toute façon la même chose. Et E1, c'est le vecteur de deux vecteurs qui sont pas liés. Donc on a le vecteur de E2, E3, et la dimension de E2, de 1, pardon, est égale à 2. Donc c'est égal à multiplicité. Ça veut dire qu'en plus, le E, c'est une somme directe entre E1 et E2. Et donc, on a ici la matrice qui est diagonalisable. Et voilà un exemple, vous voyez, très simple.
cette fois-ci, c'est diagonalisable. Alors pourtant, les matrices se ressemblent, vous voyez, c'est pas facile comme ça de prévoir à l'avance si c'est diagonalisable ou pas. Mais pensez-y, il faut bien faire la différence entre la multiplicité qui est finalement un rapport au polynôme, une caractéristique, c'est une sorte de multiplicité algébrique, et vous avez une multiplicité qui est géométrique, dans le sens où, quand l'espace ici E1 est de dimension 2, ça vous avez deux directions différentes sur lesquelles on a en fait une homothétie, de rapport 2. Et donc votre espace, après, quand on diagonalise, eh bien vous avez E1, enfin epsilon 1, epsilon 2, epsilon 3. Si on regarde, en fait c'est trois directions ça dans l'espace. Dans la direction 1, on subit en fait une dilatation de rapport 1, donc c'est l'identité. Et dans les deux autres directions, évidemment c'est en 3D, eh bien vous avez finalement dans les deux autres directions, eh bien on a une multiplication par 2. Homothétie sur ces deux directions seulement. Donc en fait, votre espace est divisé en 3, et 3 axes, en fait, sur lesquels on a 3 multiplications qui peuvent avoir des rapports différents, mais on a réussi à séparer l'espace vraiment en 3 directions, proprement, en fait, de valeur propre. Il n'y a pas vraiment de dimension perdue là-dedans, tout se passe vraiment axe après axe. Et donc dans R, on résume ça, si c'est scindé et que chaque multiplicité est égale à la dimension de l'espace propre, et bien c'est diagonalisable. Voilà. Et si c'est au moins une racine non réelle, c'est non diagonalisable. Voilà. Et dans C, alors qu'est-ce qu'on peut dire dans C? Eh bien dans C, déjà, tout le monde est scindé. Donc qui de A est scindé. Et donc on n'a que la propriété du haut. De toute façon, c'est soit donc c'est scindé et les MI sont égaux aux dimensions de 8, c'est-à-dire les multiplicités valent les dimensions, ou alors ça ne l'est pas, dans ce cas, c'est pas du même. Mais on est dans un cas plus simple, on n'a pas des cas qui sont liés au fait qu'il y ait des racines non réelles. Et on finira, alors ça va être bref, parce que c'est beaucoup plus compliqué, et la triangularisation. Alors la propriété qui est dans le cours, elle est très simple. Si le polynôme est scindé, alors la matrice, on peut la mettre sous forme d'une triangulaire. Donc A est triangularisable. Voilà. Et ce qui fait que dans C, tous les polynômes sont scindés. D'accord? Donc dans C, toutes les matrices sont triangularisables. Toutes les matrices sont triangulaires, puisque tous les polynômes caractéristiques sont scindés, puisque vous savez que c'est vraiment une des grandes propriétés de l'ensemble des corps des complexes, c'est que les polynômes, donc ici, sont tous scindés. Voilà. Donc cette propriété nous servira surtout dans R. Donc dans R, si le polynôme est scindé, alors on pourra mettre une triangulaire, mais pas toujours une diagonale. Voilà. Et pour ça, pour cette triangularisation, je vais prendre un exemple, la matrice A, ici, 3, moins 1, 0, 2, 2, moins 1, 1, 3. Elle n'est pas, vous allez voir, on ne peut pas la triangulariser. Et c'est intéressant parce qu'on va regarder un petit peu déjà son polynôme caractéristique. Alors, quel est-il? Qu'est-ce que ça donne? Alors, ici, je vais faire apparaître un 0 en haut. Donc, à la place de cette colonne 2, ou plutôt dans l'autre sens, attendez, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire apparaître un 0 en haut à droite. Donc ici, je fais apparaître un 0. Donc je fais colonne 3 plus colonne 2. Donc je ne touche pas aux deux premières. On va essayer de se laisser guider. C'est pas facile, sincèrement, des fois de trouver comme caractéristique. Donc 0 ici, ça fait lambda moins 4, lambda moins 4. Donc là, on a un peu de bol, je factorise. Donc par lambda moins 4, j'ai donc ici lambda moins 3, 0, 1. 1 lambda moins 2, moins 1, 0, 1, 1. Je vais faire apparaître un 0 ici. Alors comment on va faire? Un 0 ici, oui, mais si je fais apparaître, je perdrai celui-là. Oui, c'est pas toujours évident. Donc on va faire apparaître plein de zéros. Alors qu'est-ce que je vois? Je vois pas grand-chose. Ici, si on peut faire apparaître un 0, je vais faire donc oui, j'avais pas vu. Ligne 2 moins ligne 3. Donc je touche pas à la première ligne. Et donc je fais donc moins 1. J'enlève la ligne 2 et la ligne 3. Donc il me reste lambda moins 2 plus 1, donc lambda moins 1. Et 0. Super, c'est bon. Voilà, et je développe par rapport à lui, qui est sur la diagonale, donc il n'y a pas de moins qui apparaît. Et il me reste donc ce déterminant-là. Alors, est-ce qu'on peut faire mieux? Oui, on peut faire un petit peu mieux, je le vois. Ici, si on ajoute les deux colonnes, donc à la place dernière, je fais la somme des deux. Donc, je ne touche pas la première colonne, j'ajoute les deux, ça fait lambda moins 2. Je factorise par lambda moins 2. Et il me reste donc lambda moins 3, 1,
moins 1, 1. Ensuite, bon, on peut développer, on va pas perdre de temps, on peut encore combiner, mais là, ça me fait donc du lambda moins 3 plus 1, lambda moins 2. Donc, évidemment, le polynôme est scindé, mais il y a une racine double, donc c'est pas diagonalisable, déjà, c'est sûr. Enfin, pardon, excusez-moi, j'ai une bêtise, ça n'est pas forcément diagonalisable, donc la question se pose. Il va falloir aller chercher la dimension de l'espace associé à 2. Je cherche E4, donc j'enlève 4 sur la diagonale, donc moins x, moins y, moins z, plus z égale 0. J'enlève 4, donc moins 2y plus 2z égale 0, moins x plus y, j'enlève 4, moins z égale 0. J'attends un espace de dimension 1, je le sais, la dimension de 4, ça sera la multiplicité parce que c'est 1. Donc ça veut dire que je dois avoir l'intersection de deux plans vectoriels, ça veut dire qu'il y a une ligne qui est combinaison des deux autres. Alors qu'est-ce qu'on peut voir ? Alors ici, est-ce que c'est vrai ? Alors, je ne sais pas, mais de toute façon, ça va marcher. C'est une certitude. Si on a bien fait le travail, ça va marcher. Donc, je vérifie par contre que mes colonnes sont bien avant de me lancer dans des calculs. Donc, j'ai bien tout ça qui est juste. Alors, je remarque quoi ? Alors, il n'y a aucune ligne qui est multiple l'une de l'autre. Ça, c'est une première chose qui peut être intéressante. Et par contre, si j'enlève la deuxième ligne à la première, ça fait quoi ? Ça fait moins x plus y moins z. Et je retrouve en fait la dernière. Ça veut dire que si je fais L1 moins L2, je trouve L3. Donc L3 est une combinaison des deux autres. Vous voyez. Donc je peux l'éliminer. Il me reste en fait les deux premières lignes, puisque la dernière est une combinaison des deux autres. Donc j'ai bien ici une intersection de deux plans vectoriels, donc c'est bien une droite vectorielle. Donc la dernière, ça me fait y égale z. Donc y égale z, donc x égale... Alors y égale z, ça c'est nul, donc x égale 0. Ça c'est pas mal. Donc ça veut dire que E4, c'est donc le vecte de... Donc un vecteur qui sera E0, 1, 1. C'est-à-dire E2 plus E3. Voilà, ça c'est pas mal. Maintenant on s'intéresse à E2. Donc je vais garder... Donc mon premier vecteur, ça sera epsilon 1, je vais l'appeler, donc ça sera E2 plus E3. D'accord ? Et donc c'est lui qui caractérise E4. E2, donc j'enlève 2, ça fait 1 x. Moins y plus z égale 0, et je regarde la matrice, j'enlève 2 sur la diagonale, il me reste 0. Donc il me reste 2z, 2z égale 0, ça c'est pratique. Moins x plus y plus z, j'enlève 2 égale 0. Donc z égale 0, donc il reste en bas y égale x, et en haut y égale x. Donc là j'ai un espace, il reste que y égale x égale 0, c'est une droite encore. Donc la dimension de E2 est égale à 1, la multiplicité est 2, ça n'est pas diagonalisable. Donc on est bien dans une triangularisation. D'accord ? Et donc les vecteurs qu'on peut prendre, on va prendre epsilon 2, donc je prends x égale y, donc je prends E1 plus E2, et je prends donc z égale 0. Et voilà, ça veut dire que E2, c'est le vecte de E1 plus E2. Ça veut dire que, eh bien, si je ne peux pas diagonaliser, parce que j'ai un seul vecteur propre à disposition pour E2, donc je ne peux pas faire une base de 3 vecteurs qui sont indépendants, enfin, qui forment une famille libre, et qui seraient des vecteurs propres. Donc voilà, là on va chercher comment est-ce qu'on triangularise. Alors en dimension 3, c'est très facile, parce que vous voyez, je vais prendre, alors, je vais reprendre ça, j'appelle ça epsilon 1, ça c'est epsilon 2, ben dans la base, si je prends epsilon 1, epsilon 2, et ici n'importe quel, au hasard, donc libre par contre, qu'il ne faut pas qu'il soit, donc n'appartient pas au vecte de epsilon 1, epsilon 2. Mais ici, si vous complétez, qu'est-ce qui se passe? La matrice ressemblera à quoi? Donc, epsilon 1, il est dans E4, donc ça veut dire que ça fait un niveau, l'image c'est 4 fois lui-même. Epsilon 2, c'est dans E2, donc vous avez du 0, 2, 0. Par contre, l'autre, eh bien, il est dans E3, donc ici, eh bien, il est comme ça. Ça veut dire que, de toute façon, elle est déjà triangulaire. Et il y a quelque chose quand même qu'on peut dire, c'est qu'ici, on ne peut pas mettre n'importe quoi. Parce qu'il y a plein de choses, mais la trace ne doit pas changer. La trace, donc c'était 3, 2, 5, 8. Si la trace est 8, ici, de toute façon, la trace est indépendante de la base, donc la somme doit rester 8. Ouais, c'est 2. En plus, comme elle est triangulaire, on doit trouver ici les valeurs propres, donc 4, 2 et 2, pour que le polynôme caractéristique ne change pas. Donc vous voyez que ça, quand on triangularise, on a quand même déjà ça qui est donné. Après, il vous reste à trouver ceci.
je vais quand même terminer. Donc, je complète cette base avec quelqu'un qui n'appartient pas au vecteur d'epsilon 1, epsilon 2. Je vais prendre epsilon 3, donc égal à E1. Vous voyez bien que je ne peux pas engendrer E1 avec une combinaison de ces deux-là. Dès que je mets du E1, j'ai du E2 que je dois enlever, et ça fait apparaître du E3. Donc maintenant, je calcule l'image de 1 par ma matrice. Donc 1, 0, 0, ce qui me fait 3, 0, moins 1. Donc c'est 3, E1 moins E3. Je dois réussir à fabriquer 3E1 moins E3 avec mes 3 vecteurs. Donc, il faut bien comprendre que le E1, le E3, là, le moins E3 va venir de epsilon. Donc, pour avoir du moins E3, il faut que je fasse du moins epsilon. Donc, moins epsilon 1, ça me fait donc du moins E3 moins E2 moins E3. D'accord, j'ai bien mon moins E3, mais j'ai fait apparaître un moins E2 que je dois enlever en mettant un plus epsilon 2. Plus epsilon 2, ça me fera du plus E1 plus E2. Effectivement, ça s'annule. Il me reste, donc j'ai bien le moins E3, mais j'ai qu'un seul E1. Donc il m'en manque 2, donc je vais faire plus 2 epsilon 3. Et vous voyez que c'est un 2, ça c'est génial. Hein, parce qu'on l'avait dit, c'est sûr que c'était un 2. Donc là, si je fais moins epsilon 1 plus epsilon 2 plus 2 epsilon 3, ça me fait bien en fait 3E1 moins E3. Donc ça c'est l'image dans ma base. Vous voyez l'image de epsilon 3, c'est moins 1 epsilon 1, donc ici j'aurai un moins 1, ici je peux mettre un plus 1, et là j'ai forcément un 2, toujours. Alors pour la démonstration, pourquoi est-ce que dès qu'on a un polynôme scindé, eh bien, la matrice, enfin l'endomorphisme est triangularisable? Parce que, bien sûr, c'est un raisonnement par récurrence. Hein. Ça veut dire que vous prenez un moment en dimension n, hein, si c'est scindé, donc scindé, ça veut dire que donc il existe une valeur propre. Donc, il existe un vecteur propre pour cette valeur propre. Donc, valeur propre, on va appeler lambda 1. Voilà. Donc, un vecteur propre, je vais appeler V1. D'accord? Donc, on va commencer la base en V1. Et ici, ben, on va avoir donc, il va falloir compléter cette base. Eh bien, il se trouve que, eh bien, on va travailler justement dans cet espace-là. Dans cet espace-là, donc bon, déjà la matrice ici avec V1, comme c'est une valeur propre, vous aurez lambda 1, 0, voilà. Il vous restera en fait eh bien, tout le reste qui va dépendre de la base que vous choisirez, tout ça et tout ça. Hein. Mais ceci ici, eh bien, on va, comme c'est une récurrence, hein, eh bien, l'hypothèse de récurrence, on est dans un espace de dimension n-1. Le polynôme caractéristique de ce carré, c'est le même que celui de toute la matrice auquel vous enlevez un facteur x moins lambda 1. Donc là, vous avez un polynôme qui est encore scindé. Et donc notre hypothèse de récurrence fait que cette partie-là, on peut en fait la triangulariser. Donc, évidemment ici, tout ça va changer en fonction de votre base. Mais donc en fait c'est une récurrence. Alors, je ne vais pas la faire proprement, mais voilà. Donc dès que c'est scindé, vous avez une valeur propre qui permet ici de créer une première ligne colonne avec une valeur et des zéros. Et ensuite l'hypothèse de récurrence fait que le reste peut se transformer ici en diagonale. En triangulaire, pardon. Donc des zéros ici, comme il y a des zéros ici, on a bien une triangulaire. C'est vraiment très rapide, c'est pas très précis, mais voilà, je crois, l'idée. Et donc on va s'arrêter là, parce qu'il y a beaucoup, j'en ai dit beaucoup, je pense que tout n'était pas forcément extraordinaire, mais voilà un petit peu la vision qu'on peut avoir de la diagonalisation et de la triangularisation. Donc il faut vraiment comprendre donc, le jeu avec le polynôme caractéristique, d'accord, qui, théorème de Cayley-Hamilton, il faut bien savoir... que le polynôme, si je remplace lambda par a, ça s'annule. Hein. C'est l'application nulle. Donc, ça veut dire que le polynôme caractéristique, c'est un polynôme annulateur. Donc là, il y a plein d'autres choses pour les démonstrations, avec le lemme des noyaux, des choses comme ça. Vous devez bien savoir ce que c'est. Donc, les valeurs propres, les vecteurs propres, qui engendrent, enfin, qui permettent de fabriquer des espaces, des sous-espaces propres. Et la dimension de ces sous-espaces propres nous permet de savoir si on est diagonalisable ou pas, diagonalisable, non diagonalisable, d'accord? Quand on est non diagonalisable, on peut être triangularisable ou pas, d'accord? Donc tout ça, un triangularisable, évidemment, dans C, c'est toujours vrai, dans R, on n'est pas toujours triangularisable. Et donc ici, c'est une histoire de polynôme scindé ou pas. Donc dans R, si c'est triangularisable, c'est qu'il faut un polynôme ici caractéristique scindé. Hein. Pour diagonalisable, il faut scinder avec des espaces propres de la bonne dimension. Donc c'est un peu plus compliqué. Donc voilà toute l'idée. Hein, j'ai parlé au début des matrices donc, de passage. Ça aussi, il faut bien comprendre ces matrices de passage. Elles sont très très importantes.